Bonjour à tous, merci de participer à cet atelier de simulation de cyberattaque. Donc cet atelier est organisé dans le cadre du Hacking Industry Camp qui aura lieu le week-end du 5, 6, 7 février et qui porte sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et une nouvelle modalité de travail cette année. Je vais maintenant laisser Edouard Pédouchat commencer l'atelier et j'espère que ça vous plaira. Bonjour à tous, donc Édouard Bédouchat, donc je suis consultant sécurité au sein de la société Orange Cyberdéfense et donc j'aurai le plaisir de vous présenter cet atelier aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en effet, l'objectif de cette présentation d'une heure et demie, c'est de parler de tout ce qui va être de cybersécurité des systèmes industriels. Donc, globalement, pendant cette présentation, l'objectif, ça va être un peu de parler des différents vocabulaires que l'on trouve, notamment des vocabulaires que l'on va avoir entre le monde de la sécurité informatique, de l'informatique de gestion et le monde de l'informatique industrielle. Le point après que l'on verra, c'est tout ce qui va concerner la convergence entre ces deux mondes, entre le monde de l'informatique de gestion d'un côté et le monde de l'informatique industrielle. Et puis après, on reviendra sur toute la partie cyber en elle-même, donc c'est-à-dire le panorama des attaques, on va dire, les plus connues de ces dernières années sur ce type de système. Et on fera un petit retour d'expérience de ce que nous, chez Orange Cyberdéfense, on a pu voir au cours de nos missions et vous montrer un peu ce qu'un attaquant est en capacité à faire sur un système en production. Et on terminera un peu cette présentation-là par toute la partie quelles sont les mesures que l'on va pouvoir mettre en place pour améliorer notre sécurité, connaître, j'ai envie de dire, les actions les plus basiques et les plus importantes, en tout cas, pour sécuriser nos systèmes. Donc, en effet, donc, l'objectif de cette présentation, c'est ce que je disais, se familiariser avec le vocabulaire, connaître un peu les différences entre SI gestion et SI industriel, comprendre les différentes vulnérabilités que l'on va pouvoir retrouver sur nos systèmes industriels et en tout cas avoir les premières bases pour implémenter un niveau de sécurité qui soit suffisant dans un premier temps. Et en dernier lieu, identifier, on va dire, des référentiels de sécurité sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour vous aider à mettre en place toute cette sécurité au sein de vos projets. Donc, je vous propose de commencer. Donc, au niveau de vocabulaire, il y a déjà une chose qu'il faut bien prendre en compte et qu'il est important de bien comprendre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre l'informatique de gestion et l'informatique industrielle, c'est ce qu'elle manipule. L'informatique de gestion, de manière, ça va manipuler des données, ça va utiliser des données qui sont stockées dans des bases de données sur votre système. Et donc, en termes de sécurité, ce qu'on va vouloir faire sur ce type d'informatique, c'est notamment de protéger la disponibilité, la confidentialité des données. L'informatique industrielle, ce n'est pas des données qu'elle manipule, ou en tout cas, c'est des données qui ont un impact direct sur le monde physique, sur l'environnement de production en lui-même. Et donc, de ce côté-là, on va vouloir protéger la santé des personnes qui travaillent sur l'environnement, l'environnement, de manière, par exemple, toute la partie nature, toute la partie traitement des déchets, retraitement des déchets. On va vouloir éviter, par exemple, qu'il y ait de l'eau polluée qui est envoyée dans la nature. Et enfin, la dernière partie que l'on va vouloir protéger, c'est en effet l'outil de production. Et donc, du fait qu'on est dans deux mondes qui sont totalement différents, on va avoir une mentalité qui est différente et qui est propre à chaque monde. Et ça se retrouve en fait dès
j'ai envie de dire, des grands principes hein, qui sont mis en place au sein de nos systèmes. Et par exemple, quand on va parler de sécurité des systèmes d'information, en parlant de sécurité des systèmes d'information, on a 4 grandes thématiques qui reviennent, qui sont la disponibilité, donc s'assurer que notre système d'information est toujours actif. Alors ça, c'est un principe hein, qui est commun au système d'information de gestion et au système industriel. Et après, on va retrouver par exemple l'intégrité, donc c'est-à-dire s'assurer que les différentes données qui sont utilisées dans nos applications, qui sont utilisées dans tous les traitements de données que l'on va pouvoir faire dans nos systèmes, soient toujours la même et ne soient pas corrompues au cours de notre service. On va voir tout ce qui est de confidentialité, donc de s'assurer que les personnes qui accèdent aux données sont bien celles qui doivent accéder aux données. Et enfin, la dernière partie, c'est tout ce qui va traiter de la traçabilité, de la preuve, et donc s'assurer que les actions réalisées sont bien conservées de manière à pouvoir identifier qui a réalisé ces actions. D'un point de vue informatique industriel, en effet, on est sur quelque chose de différent, en tout cas quand on parle de sûreté cette fois-ci et non plus de sécurité. Et donc, on va travailler sur 4 grandes thématiques qui sont principalement la fiabilité. Donc, c'est donc s'assurer que notre système soit en capacité, en tout cas, à rester conforme tout au long de son cycle de vie, de sa durée. On va parler de maintenabilité. Donc, c'est le fait de pouvoir remettre notre système rapidement dans un état opérationnel avant nos différentes problématiques. Et on va retrouver là aussi la disponibilité. Donc, c'est voilà, s'assurer que notre système est opérationnel au moment où on en a besoin. Et la partie sécurité, cette fois-ci, donc c'est l'aptitude d'un système à ne pas engendrer de panne. Et donc, on voit que de par cette définition, on est quand même dans 2 mondes différents quand on va parler de sécurité ou de sûreté. Alors, pourquoi parler de sécurité sur les systèmes industriels? Tout simplement parce que aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine évolution, une certaine révolution pour d'autres qui ont lieu sur ces systèmes industriels-là, et notamment avec une convergence entre les systèmes qui sont utilisés dans le monde de l'informatique de gestion et les systèmes qui sont utilisés dans le monde industriel. Et ça se voit notamment à travers l'adoption de technologies qui sont de plus en plus, enfin, qui utilisent de plus en plus toute la partie Ethernet IP. C'est d'autant plus vrai dans ces nouveaux paradigmes de production comme l'industrie 4.0, où on va utiliser de plus en plus de technologies issues de l'informatique de gestion, notamment tout ce qui va concerner l'Internet of Things, donc la partie IoT, tout ce qui va être l'utilisation du cloud computing, tout ce qui va être de l'utilisation de la big data. Et donc, l'intégration à l'intérieur de ces nouvelles technologies, de cette convergence entre ces 2 mondes, amène des problématiques en termes de sécurité. Si on regarde un schéma assez classique hein, de ce que représenterait l'industrie 4.0, on remarque quand même que globalement, ça va être le rassemblement hein, d'un écosystème commun au sein d'un système informatique. Et donc, ça va ne plus concerner uniquement que la société, mais ça va concerner aussi les clients, les fournisseurs, en gros, tous les acteurs de l'écosystème. Alors, la sécurité industrielle, quand on parle de cybersécurité industrielle, comme je le présentais tout à l'heure, on est quand même dans 2 mondes différents avec
des mentalités différentes, des compréhensions différentes et des métiers qui sont totalement différents. Et donc, quand on va commencer à parler de cybersécurité industrielle, le premier point, en effet, c'est d'arriver à avoir une histoire, une compréhension de ce que fait chacun qui soit commune à l'ensemble des acteurs. Sinon, en effet, on risque de partir dans des problématiques au niveau compréhension. On risque de ne pas forcément comprendre ce que fait chacun. Et donc, quand on va se lancer sur un projet commun, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à aller jusqu'à la fin de celui-ci parce que tout le monde n'a pas la même compréhension, que ce soit des objectifs, des enjeux ou des moyens que l'on doit mettre en place pour y arriver. Alors, si on revient rapidement, hein, quand on fait la différence entre euh, informatique industrielle, informatique de gestion, je disais voilà, qu'il y avait des problématiques en termes de compréhension. Et c'est normal parce que ces deux types de systèmes fonctionnent différemment, évoluent de manière différente. Et par exemple, quand on regarde un peu sur les grandes thématiques sur lesquelles ces systèmes sont assez différents, on va retrouver déjà en premier lieu le cycle de vie d'un système. Dans l'informatique industrielle, le cycle de vie, il est autour de 15-20 ans, voire même beaucoup plus long pour un certain nombre d'industries, alors que quand on regarde sur l'informatique de gestion, on est sur des cycles de vie qui sont beaucoup plus courts, de l'ordre de 3 à 5 ans. Et donc, on va avoir de ce fait, en fait, on va avoir des problématiques, des processus qui sont différents en fonction de nos industries. Typiquement, du fait que notre cycle de vie est très long sur la partie informatique industrielle, eh bien, on va avoir des composants qui vont rester beaucoup plus longtemps sur notre système, qui ne vont pas forcément bouger en tout cas, puisque une fois que ça marche, il n'y a pas forcément de besoin, en tout cas, de les remplacer. Et donc, on va se retrouver avec des composants qui sont figés dans le temps. Côté informatique de gestion, les composants, ils évoluent, j'ai envie de dire, tous les jours, que ce soit à travers les logiciels qui sont présents sur les PC, notamment on va pouvoir parler de tout ce qui est antivirus, on va pouvoir parler aussi de tout ce qui est mise à jour, update des PC, qui font que nos composants évoluent tous les jours et on a l'habitude, en tout cas, de les faire évoluer de manière très régulière. Le point suivant au niveau de l'informatique industrielle, c'est que très souvent, on va parler de tout ce qu'on appelle la partie air gap, du fait que notre informatique industrielle est totalement isolée, totalement décorrélée du reste de nos systèmes informatiques, ce qui aujourd'hui n'est plus forcément le cas puisqu'on l'a vu avec toute cette convergence entre le monde IT et le monde de l'industrie qui est en cours, alors que dans l'informatique de gestion, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que l'on a l'habitude de travailler sur des interconnexions, de travailler avec des systèmes qui sont présents sur Internet. Et donc, il faut arriver à réconcilier, si je puis dire, ces deux mondes pour pouvoir prendre le meilleur des deux. Et enfin, dernier point, en effet, sur les problématiques. Tout ce qui va être problématique cybersécurité sont généralement assez mal connus dans l'informatique industrielle. Par contre, à contrario, tout ce qui va être problématique de sûreté, c'est quelque chose qui est, qui est vu tous les jours et qui est au centre de notre appareil de production. Au contraire, l'informatique de gestion, son point fort, en effet, c'est sur tout ce qui va être les problématiques de cybersécurité. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très connu, qui est géré
tous les jours et qui est géré depuis plusieurs dizaines d'années. Par contre, à contrario, toutes les problématiques de sûreté ne sont pas forcément connues. Et en effet, derrière, ça nécessite une réflexion sur les technologies et comment mettre en place les différentes technologies que l'on a l'habitude de voir sur l'informatique de gestion au sein de l'informatique industrielle. Alors, très souvent, je voulais revenir justement sur tout ce qu'on appelle la partie de air-gap. Très souvent, quand on parle d'informatique industrielle, on a l'habitude de nous parler et de nous dire que notre système industriel est totalement décorrélé des autres systèmes. La question qui se pose, c'est voilà, quelle est la réalité de ce type de solution? Est-ce que c'est vraiment le cas? Et aujourd'hui, on le voit bien, dans des systèmes qui sont totalement décorrélés, totalement indépendants, on va utiliser des moyens autres pour faire rentrer ou faire sortir de l'information sur notre système, à commencer par des clés USB. Et la question qui se pose, est-ce que les clés USB que l'on va utiliser, est-ce que ce sont des clés USB qui sont propres? Est-ce que ce sont des clés USB qui ont été utilisées dans un contexte familial? Est-ce que ce sont des clés USB qui ont été utilisées pour faire autre chose sur notre système? Et donc voilà, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et derrière, en effet, sur toute la partie intégration, interconnexion, très souvent, on nous dit j'ai mis un firewall sur mon système, il n'y a pas de souci, mon système est sécurisé. Et là aussi, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est mis en place sur le firewall? Mettre en place une brique de sécurité ne veut pas dire que notre solution est sécurisée. Et ça passe notamment au niveau de la configuration que l'on va pouvoir intégrer sur ce type d'équipement. Est-ce que les règles que l'on a intégrées, est-ce qu'elles sont maîtrisées? Est-ce qu'on s'assure qu'elles sont revues de manière régulière? Est-ce qu'elles correspondent réellement à la topologie de mon réseau en place? Et donc voilà, c'est tout ce genre de questions que la sécurité, en tout cas, amène à se poser dans le cadre d'un d'un système informatique industriel et informatique de gestion. Alors, très souvent, ça me paraît en tout cas intéressant de mon côté, en effet, de revenir sur ce que l'on appelle un panorama, tout simplement parce que très souvent, on a le sentiment que les attaques informatiques, elles arrivent qu'aux autres, que c'est uniquement les grandes entreprises qui sont ciblées par ces attaques. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la majorité aujourd'hui des attaques, hein, elles ne sont pas ciblées envers des entreprises qui sont connues, qui sont identifiées, sur lesquelles on sait qu'il y a des choses à faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur Internet, on a des robots qui sont utilisés par des personnes malveillantes et en fait qui scannent de manière continue l'ensemble du web à la recherche de vulnérabilités sur les systèmes. Et c'est une fois que ces vulnérabilités ont pu être trouvées par ces robots que le pirate va commencer à se poser la question de l'utilité d'aller plus loin et de voir s'il va en effet continuer son attaque, utiliser, exploiter les vulnérabilités pour s'introduire sur un système. Et donc, sur la base de ce mécanisme-là, que ce soit les PME, les petites entreprises, les startups ou un gros groupe du CAC 40, pour le coup, voilà, quelle que soit la typologie d'entreprise, vous êtes tous touchés, vous devez tous faire face à ce type
d'attaque. Et donc, vous êtes voilà, susceptible, en tout cas, de vous faire attaquer à un moment ou à un autre. C'est pour ça que d'avoir voilà, une bonne gestion de la sécurité est essentielle pour tout type d'entreprise. Alors, pour revenir sur des attaques qui sont vraiment, j'ai envie de dire, spécifiques au secteur de l'entreprise. Alors, je ne les ai pas toutes listées ici parce que ça nous prendrait beaucoup plus qu'une heure et demie pour revenir en détail sur l'ensemble de ces attaques. Aujourd'hui, je vous ai listé, j'ai envie de dire, les 4 attaques industrielles qui ont eu un impact vraiment important pour les entreprises ou pour la population derrière. Alors, parmi ces 4 attaques, on va avoir la première qui est l'attaque qui a, j'ai envie de dire, déclenché toute cette prise de conscience des vulnérabilités présentes sur les systèmes industriels. Et c'est donc, et je pense que tout le monde en a entendu parler, qui est l'attaque Stuxnet, hein, qui a ciblé donc les différentes infrastructures d'enrichissement d'uranium en Iran, en utilisant des vulnérabilités dans les logiciels fournis par les constructeurs de type Siemens ou Schneider. Et donc, l'impact derrière de cette attaque-là, ça a été la destruction d'un grand nombre des centrifugeuses utilisées par le programme d'enrichissement d'uranium iranien. Et donc, les experts estiment que le programme, suite à cette attaque, a pris entre 2 à 3 ans de retard parce qu'il y a un grand nombre voilà, d'outils, il y a un grand nombre de centrifugeuses de l'outil de production qui ont été détruits dans cette attaque. Le second, la seconde grande attaque qui a eu lieu, c'est toute la partie qui s'appelait à l'époque Black Energy, qui est en fait l'attaque du réseau électrique ukrainien. Et donc, ils ont ciblé 4 sociétés différentes qui avaient pour charge justement toute la distribution de l'électricité en Ukraine. Ils ont compromis toute la partie, tout l'ensemble du SI de gestion, et du SI de gestion, ils ont pu rebondir sur le système industriel et derrière, ils ont compromis les équipements industriels, ils ont fait un déni de service sur la hotline téléphonique, ils ont effacé l'ensemble des données sur les PC et globalement, plusieurs centaines de milliers de clients se sont retrouvés sans électricité pendant plusieurs heures au mois de décembre. Et il a fallu plus de 6 mois pour les compagnies qui ont été touchées pour se remettre de l'attaque et avoir un processus qui était à nouveau, j'ai envie de dire, automatisé et non plus manuel comme après l'attaque. Toujours dans le cadre de ces attaques sur la partie industrielle, la partie électrique, l'année d'après, on a eu une seconde tentative où il y a eu un piratage d'une station de transmission électrique dans la ville de Kiev. Et là aussi, les équipements industriels ont été touchés, ont été compromis. Et donc, globalement, il y a eu à nouveau une coupure de courant qui ont privé à peu près, je crois, 1/5 de la ville en termes d'électricité. Et derrière ces attaques, on a des campagnes donc, qui sont des tentatives d'attaque, des tentatives de piratage sur des périodes beaucoup plus longues, et notamment dans le cadre de cette campagne Dragonfly, on a eu
des tentatives, en tout cas, de déstabilisation du secteur de l'énergie. Alors, principalement en Europe et aux États-Unis, avec derrière un processus opérationnel pour récupérer de l'information, faire de l'espionnage industriel et non pas saboter l'outil de production comme ça avait été le cas en Ukraine. Et enfin, pour terminer, je pense que vous en avez tous entendu parler, on a eu en 2017 une campagne de ransomware, notamment les ransomware WannaCry et NotPetya, qui ont en fait utilisé des vulnérabilités présentes sur les différents systèmes, enfin sur Windows, notamment une faille de sécurité qui s'appelait Eternal Blue, qui avait été développée par la NSA et qui lui avait été volée par un groupe de pirates. Et donc, il y a eu un ransomware qui s'est propagé, enfin plusieurs ransomware, hein, puisque dans ce cadre-là, on a eu dans un premier temps WannaCry et quelques mois après Petya NotPetya. Et donc, ces ransomware-là ont touché un grand nombre de sociétés et notamment les systèmes industriels de ces sociétés. Alors, à l'époque, on a entendu parler en effet de Renault, on a entendu parler du service hospitalier en Angleterre, on a entendu parler de FedEx, mais en France aussi, on a entendu parler notamment de Saint-Gobain, Merckx, Mondelez, et derrière, les conséquences d'une telle attaque sont quand même coûteuses et très problématiques pour les sociétés. Par exemple, si on prend le cas de Saint-Gobain, il est estimé à peu près que l'attaque leur a coûté environ 200 millions de dollars. Tout simplement parce que suite à cette attaque-là, il a fallu passer beaucoup de temps pour revenir à un système, que ce soit un système informatique de gestion ou un système industriel, qui soit en capacité à opérer normalement. Et pour revenir à ce stade, il aura fallu plusieurs mois de travail pour revenir à un système qui était similaire en termes de fonctionnalité à l'antérieur. Et enfin, la dernière grosse attaque sur la partie sécurité industrielle que je voulais partager avec vous, c'est une attaque qui s'appelle Triton, Trisis, et donc qui est cette fois-ci la première attaque sur ce que l'on appelle donc les automates de sûreté, qui sont là justement pour s'assurer qu'en cas de défaillance des automates normaux, il n'y ait pas de problème en termes de sûreté. Et donc, ça a été pour la première fois donc, un malware qui ciblait ces automates-là, notamment sur tout ce qui était les entreprises au Moyen-Orient, pour tout ce qui était au niveau pétrole. Et l'objectif de cette attaque-là, c'était de remplacer donc, la logique programmée présente sur notre automate par une logique créée par l'attaquant, avec les conséquences que ça a derrière. C'est-à-dire que dans le cas où notre automate de sûreté, on fait appel à notre automate de sûreté, celui-ci ne va plus réagir de la manière dont on l'avait programmé, mais va réagir de la manière dont l'a programmé l'attaquant, avec, avec les conséquences que ça peut avoir derrière, notamment la destruction de notre système de production, la défaillance au niveau de la qualité potentiellement comment dire, de ce qui va être produit par notre système. Et voilà, et attaquer nos automates de sûreté, c'est un pas en plus vers la destruction, en tout cas, le fait de
prendre le contrôle dans un but de détruire nos systèmes industriels. Alors, pour revenir sur la partie donc, attaque ukrainienne sur le réseau électrique, je voulais voir, je voulais voir avec vous les différentes étapes que ça a pris derrière pour bien vous montrer que ce type d'attaque, ce sont des attaques qui sont extrêmement bien préparées, qui sont très, très, très bien coordonnées et qui, voilà, qui ont un potentiel derrière qui est assez dévastateur. Donc, pour revenir, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le cadre de cette attaque-là, c'est à peu près plus de 200 000 clients qui ont été impactés par la perte de courant pendant plusieurs heures. Et on a eu une attaque de 3 opérateurs régionaux, dont 3 ont été impactés au même moment par cette attaque. Alors, les opérateurs, en effet, ont pu restaurer le service après plusieurs heures, mais cette fois-ci, en basculant sur donc c'est ce que je disais tout à l'heure, sur un pilotage manuel des infrastructures et non plus en s'appuyant sur des supervisions derrière. Alors, la question qui se pose, c'est comment cette attaque a-t-elle eu lieu? Quel est le mode opératoire de ces attaques? Tout simplement parce que, à travers ce retour d'expérience que l'on a pu voir dans le cadre de cette attaque-là, on va être en capacité à prendre des mesures pour justement protéger nos systèmes face à des tentatives d'attaque qui pourraient arriver dans le futur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type d'attaque-là, on a différentes phases. La première phase, en effet, c'est ce qu'on appelle une phase de reconnaissance. Et donc, c'est la phase dans laquelle notre attaquant va commencer à prendre des renseignements sur l'entreprise qu'il souhaite attaquer, sur les systèmes qui sont de la société, tout simplement parce que il va pas forcément vouloir attaquer l'ensemble du périmètre, mais il va se concentrer sur un périmètre qui lui semble le plus facile d'accès, le plus simple en tout cas à prendre le contrôle derrière. Une fois qu'il a défini toutes ces différentes euh, cibles, il va faire ce qu'on appelle donc toute la partie de création de l'attaque. Et dans le cadre de cette attaque ukrainienne, on est passé tout simplement par ce qu'on appelle des mails de phishing, qui sont au final des faux mails envoyés à des collaborateurs avec à l'intérieur soit des pièces jointes, ce qui était le cas dans le cadre de cette attaque, ou derrière avec des URL qui vont vous ramener sur des sites qui ont été compromis, sur lesquels il y a des malwares. Donc voilà, l'objectif, c'est d'arriver à travers un faux mail à toucher des personnes clés de votre organisation, des personnes clés de votre équipe et à vous faire télécharger et installer sur votre système ce que l'on appelle un malware. Dans ce cadre-là, dans le cadre de l'attaque, c'était des documents qui ont été envoyés par mail à des personnes qui étaient en charge de la gestion du réseau au sein des différentes entités visées. Une fois qu'il a réussi à envoyer ces mails-là, que les différentes personnes ont reçu le mail, elles vont ouvrir la pièce jointe et typiquement, comme on peut le voir sur la photo, on va avoir une pop-up qui va s'afficher demandant l'activation des macros à l'intérieur de ce fichier-là. Et au moment où vous allez activer les macros dans le fichier, en fait, ça va installer un malware sur le PC, sur votre PC, sur le PC de la victime. Et ce malware-là, derrière,
il va se connecter à ce qu'on appelle un centre de commande et de contrôle, qui est en fait j'ai envie de dire, le logiciel de supervision de notre attaquant sur son malware. Et donc, à partir de là, il va pouvoir prendre le contrôle de votre réseau. Et une fois qu'il a réussi à installer son malware, l'étape suivante, son objectif, ça va être de récupérer des informations. Alors, ça va être par exemple des informations de connexion sur le périmètre. Donc, ça peut être par exemple des comptes système, des comptes applicatifs sur les différentes solutions. Ça peut être des comptes d'accès VPN, des comptes d'accès SSH. Ça peut être des comptes d'administration. Donc, son objectif, hein, c'est vraiment de récupérer un maximum d'informations qui vont lui permettre de propager le malware sur l'ensemble du périmètre, avec pour objectif ce que nous, on appelle de notre côté tout ce qui sont les infrastructures de services d'annuaire, pour pouvoir contrôler directement et manipuler au final l'ensemble de notre système d'authentification et d'autorisation. Et dans ce cadre-là, une fois qu'ils ont réussi à prendre l'ensemble du contrôle du SI de gestion, ils ont utilisé des comptes VPN entre le SI de gestion et le SI industriel pour rebondir. Et là, une fois qu'ils ont été sur le système industriel, ils ont appris à interagir en fait avec les différents environnements présents au sein des différents organismes. Et donc, ils ont appris à contrôler la supervision, comment l'utiliser, quels étaient les outils les plus utilisés par les différents opérateurs. Et une fois qu'ils ont récupéré toute cette information-là, dans ce cadre-là, en fait, ils ont développé un petit firmware malveillant qu'ils ont poussé sur des boîtiers Moxa, qui permettaient de faire une jonction entre des liens série et des liens Internet. Ils ont reconfiguré les différents équipements pour les faire agir différemment en cas de souci. Et une fois que tout était préparé, ils ont disjoncté en gros tous les postes de moyenne tension, et ils ont coupé l'accès Internet entre le système industriel et la supervision, et par finir par exécuter un malware pour effacer complètement l'ensemble des disques des opérateurs pour différer la reprise de l'activité. Donc, dans ce cas-là, on voit bien que voilà, c'est tout un mode opératoire qui a été mis en place et qui, derrière, leur permet de prendre le contrôle d'un système industriel et d'avoir des répercussions qui sont assez importantes sur le système. Alors, si on regarde en termes de vulnérabilité, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de regarder quels sont voilà, le nombre de vulnérabilités que l'on a sur les systèmes industriels. On voit en effet que depuis 2010, hein, qui est la découverte du malware Stuxnet, tous les ans, on a de plus en plus de vulnérabilités qui sont découvertes sur les systèmes industriels. Et actuellement, sur l'année 2020, on est entre 200 et 300 vulnérabilités découvertes sur les différents équipements industriels. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à bien prendre en compte derrière. Ce n'est pas quelque chose qui est raconté pour vendre de la sécurité. Si aujourd'hui on parle de sécurité industrielle, c'est vraiment parce que il y a des problématiques de vulnérabilité sur les équipements, et que l'on a aujourd'hui de plus en plus
d'attaquants, d'attaques sur ces équipements-là, sur ce type de système-là, et de manière globale, plus que l'industrie, ça concerne aussi tous les équipements qui vont tourner à côté, notamment tout ce qui va être de l'IoT, de la remontée d'informations, du cloud, etc. Donc, le point suivant, pour bien comprendre ce que l'on peut trouver au sein des entreprises, je voulais vous faire un retour d'expérience sur ce que nous, on a pu découvrir chez certains de nos clients. Et dans ce cadre-là, on était chez un opérateur autoroutier. Et donc, globalement, l'ESI était divisé de la manière suivante, avec deux zones. D'un côté, le SI industriel, de l'autre côté, le SI de gestion, avec entre les deux un pare-feu pour limiter les flux entre nos deux systèmes. Et entre la partie Internet et la partie interne, on avait donc ce qu'on appelle toute la partie DMZ, avec à l'intérieur toute la partie VPN, et donc pouvoir accéder à distance à notre système. De base, quand on regarde l'infrastructure mise en place comme ça, c'est une infrastructure qui amène déjà un certain nombre de bonnes pratiques en termes de sécurité, hein, puisque on a déjà une segmentation qui est faite entre nos différents systèmes. Et donc, dans le cadre de cette mission, on était donc sur ce qu'on nous on appelle un test d'intrusion. Donc, l'objectif, c'était en effet de s'introduire sur le système du client. Et la première chose que l'on a pu voir en arrivant sur le système du client, c'est qu'on n'avait aucune solution qui permettait typiquement de détecter si on a des attaques, ou de bloquer si on a des attaques. Et donc, typiquement, ça va permettre à l'attaquant d'avoir une phase de découverte du système comment dire, du système ciblé de manière très facile, puisqu'il n'y a rien ni personne qui l'empêche de regarder tout ce qui est présent sur le système. À travers cette découverte, ce qui a été constaté, c'est que sur le SI de gestion, on avait une machine qui était vulnérable, notamment parce que le système d'exploitation n'avait pas été patché régulièrement. Et à partir de cette vulnérabilité, on a pu prendre le contrôle de la machine et récupérer un certain nombre de mots de passe. En plus de ça, on s'est aperçu que notre fameuse machine infectée était utilisée en tant que poste d'ingénierie par les équipes en place, et qu'il y avait sur cette machine-là deux cartes de réseau, une carte qui lui permettait d'être connectée au SI de gestion et une autre carte qui lui permettait d'être connectée au SI industriel. En partant de ça, ce que l'on a pu, donc on a installé un petit logiciel sur notre machine vulnérable, et tout simplement pour pouvoir l'utiliser comme point de pivot entre nos SI de gestion et notre SI industriel. Et à partir de ce moment-là, typiquement, depuis cette machine-là, on était en capacité à pinguer l'ensemble des machines du système industriel, d'accéder aux automates, et de potentiellement faire l'ensemble des changements que l'on voulait sur les programmes automates présents sur le site.
En dehors de cette partie-là, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de mots de passe que l'on avait récupérés sur notre machine vulnérable pouvaient être utilisés pour justement permettre d'accéder à d'autres serveurs présents sur notre système industriel et dans ce cadre-là, le serveur de supervision de notre système industriel. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, en effet, on s'est rendu compte qu'il y avait, depuis ce serveur SCADA-là, l'utilisation de protocoles non sécurisés, notamment du protocole VNC sur l'ensemble des serveurs, sur l'ensemble des postes de supervision, et typiquement que le mot de passe était identique pour l'ensemble des postes. Et donc, vu que VNC est un protocole qui est non sécurisé, on a pu récupérer les identifiants et se connecter directement sur le poste de supervision. L'IHM n'étant pas verrouillé, l'IHM étant connecté en permanence, on a pu prendre le contrôle typiquement du coup, de la supervision et donc pouvoir en fait agir sur l'ensemble de la signalisation présente au sein de notre opérateur. Et donc voilà, c'est ce que donne globalement le logiciel de supervision au niveau de l'autoroute. Et globalement, le résultat, voilà, qu'une personne malveillante est passée. Alors dans ce cadre-là, alors on le voit peut-être assez mal sur l'image, mais globalement, on avait affiché le nom de notre entreprise sur un panneau d'affichage autoroutier. Donc, on voit bien hein, dans ce cas concret quelles sont les conséquences que ça peut avoir derrière. Globalement, on pourrait afficher des messages alarmants dessus. On pourrait inviter les utilisateurs des autoroutes, par exemple, à faire demi-tour immédiatement parce qu'il y a un accident plus loin. Et donc, voilà, a amené, j'ai envie de dire, un vent de panique, un vent d'incompréhension auprès des utilisateurs autoroutiers, avec évidemment les actions et les conséquences que ça va avoir derrière, notamment potentiellement des utilisateurs qui vont faire n'importe quoi sur l'autoroute et créer des accidents derrière. Alors, dans ce cadre-là, je vous propose de passer donc à une petite simulation d'attaque sur les systèmes industriels. Donc, notre système industriel, il est composé de plusieurs parties. Alors, il est composé en effet d'une IHM qui nous permet de superviser notre système industriel. On va aussi avoir toute une couche terrain, alors que vous voyez ici par caméra, sur lequel on va retrouver typiquement des automates de type Siemens. Ici, on va retrouver tout ce qui va être Switch Hirschman, donc qui sont des composants que l'on retrouve régulièrement et fréquemment sur des systèmes industriels. Et ici, on a une reproduction miniature de notre système industriel avec une manière de fonctionner qui est somme toute assez simple, puisqu'on va avoir un pallet qui va défiler, un colis qui va défiler sur notre système industriel. Arrivé en fin de course, on va avoir donc une presse qui va descendre sur le paquet et ainsi de suite. Donc, on va répéter l'opération derrière. Si l'on regarde sur notre système industriel, on est dans un scénario un peu particulier puisque l'on considère qu'une personne a réussi à s'introduire au sein du système
et à poser donc ce boîtier que je tiens là, qui est un petit boîtier composé d'un Raspberry Pi. Et à partir de ce Raspberry Pi-là, il va pouvoir prendre le contrôle du système industriel à distance. Et donc, pour faciliter les choses, globalement, ici, on a une interface web qui représente donc notre boîtier pirate et donc qui va lancer des commandes sur notre boîtier pirate. Alors, globalement, on a deux types d'attaques qui sont présentées dans ce cadre-là. Le premier type d'attaque que l'on va présenter, c'est ce qu'on appelle l'altération du processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on a une logique qui est définie, où en effet, on a des informations qui sont envoyées entre notre couche terrain vers toute la partie automate et la partie automate vers la partie supervision. À travers notre boîtier, on va s'intégrer à l'intérieur de ces communications-là et on va pousser une nouvelle logique à l'intérieur de notre système industriel de manière à ce que ça change sa façon de fonctionner. Et donc là, je me suis reconnecté sur mon petit boîtier d'attaquant. Je lance mon attaque. Et si on regarde de plus près l'attaque, on voit que la presse n'agit plus de la même manière, mais qu'elle fait des mouvements répétitifs sur notre chaîne de production avec derrière potentiellement la destruction des différents biens qui passeraient sur cette chaîne de production. Donc, j'ai restauré notre logique programmée derrière. La seconde attaque qui me semble importante à montrer, c'est ce qu'on appelle de notre côté un man in the middle. Donc, un man in the middle, que l'on traduit globalement par une attaque par l'homme du milieu, l'objectif, c'est de s'intégrer à l'intérieur des communications. Et donc, là, on voit qu'on a bien notre supervision qui discute avec notre automate et notre automate qui discute avec notre supervision. Et donc, l'objectif, c'est de s'intégrer à l'intérieur de ces communications-là pour forcer la supervision non plus à discuter avec l'automate, mais à discuter avec moi en lui faisant croire que je suis l'automate. Et de la même façon, pousser l'automate à discuter avec moi en lui faisant croire que je suis la supervision. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ensemble des flux qui vont passer sur le réseau vont passer donc par mon point attaquant. Et de ce côté-là, je vais être en capacité à déchiffrer l'ensemble des informations qui vont passer sur le réseau et à en renvoyer d'autres si besoin. Donc, je retourne sur mon petit boîtier attaquant. Je lance mon attaque man in the middle. Donc, l'attaque est lancée. Je passe sur mon système de production. Actuellement, tout va bien sur le système de production. La supervision, en tout cas, affiche des données comme si le système fonctionnait normalement. Mais par contre, on a pu voir sur la vidéo que notre palais qui était en train de fonctionner sur notre chaîne de production, lui, est tombé. Et donc, que les informations qui sont remontées par le système de supervision aux opérateurs sont totalement différentes des opérations qui sont qui se passent sur le système en lui-même, avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on est sur un système industriel
Ça peut être augmenter la température, je ne sais pas moi, par exemple, dans un four, avoir des malformations sur le processus de fabrication de nos produits. Ça peut être, par exemple, si on est sur un système d'eau, ça peut être augmenter le niveau de chlore dans l'eau potable qui est distribuée à la production, sans derrière que les opérateurs du système ne puissent s'en rendre compte, puisque pour eux, l'ensemble des données qui sont remontées, en tout cas à travers la supervision, sont correctes et correspondent à la réalité du terrain. Et donc, pour terminer notre présentation, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment améliorer notre sécurité face à l'ensemble de ces attaques que j'ai pu vous montrer, face à l'ensemble de ces vulnérabilités présentes sur les différents sur les différents composants industriels. Alors, pour, euh, pour commencer sur cette partie-là, de notre côté, Orange Cyberdéfense, à travers l'ensemble des missions que l'on a pu réaliser sur des systèmes industriels, on a ressorti ce que nous, on appelle un top 10 des vulnérabilités des plus présentes au sein des systèmes industriels. Et vous allez voir qu'il y a des vulnérabilités qui sont, voilà, qui sont tout à fait banales et pourtant très largement représentées sur nos systèmes industriels. La première vulnérabilité que l'on retrouve fréquemment, c'est tout ce qui va être au niveau de la sécurité des systèmes d'exploitation et des firmware. C'est-à-dire que très souvent, quand on va être sur des systèmes industriels, on va se retrouver avec des systèmes d'exploitation qui n'ont pas été mis à jour, des systèmes d'exploitation qui sont voire obsolètes. Régulièrement, on va retrouver des systèmes d'exploitation Windows XP, Windows 7, voire des systèmes d'exploitation qui sont beaucoup plus anciens. Et comme ils sont obsolètes, on n'a plus de mise à jour. Et donc, toutes les vulnérabilités qui sont trouvées sur ce type de système ne sont plus corrigées et exploitables donc par par des personnes malveillantes. La seconde partie que l'on voit régulièrement, c'est en effet tout ce qui va être des protocoles non sécurisés et donc l'utilisation, par exemple, d'outils de type VNC, de type Telnet, l'utilisation d'outils tels que FTP. Tous ces protocoles-là étant non sécurisés, on va être en capacité à récupérer de manière très facile l'ensemble des comptes, l'ensemble des mots de passe utilisés dans le cadre du système ciblé et à prendre le contrôle de notre système de manière très rapide. Le troisième point que l'on voit régulièrement, et ça, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est le fait qu'il y ait aujourd'hui très peu de capacité de détection d'intrusion au niveau d'un système industriel. Alors, pour deux points, tout simplement parce que très souvent, que ce soit les applications, que ce soit par exemple les objets IoT utilisés ou les objets industriels, on a très peu de capacité de log et donc de compréhension de ce qui se passe sur notre système, de compréhension de qui a fait telle action. Et donc, on va avoir des problématiques de remontée d'informations vers des équipes qui seraient en capacité à agir pour sauvegarder notre système. Le quatrième point, c'est le fait qu'on ait des IHM qui soient connectés en permanence et donc que dans la majorité des cas,
Ces IHM sont accessibles par n'importe qui, que ce soit des IHM physiques qui soient présents près des systèmes industriels, ou que ce soit des IHM logiciels. Euh, voilà, quel que soit le type d'IHM que l'on retrouve, très souvent, une fois qu'on est logué sur l'IHM, on reste logué en permanence dessus, voire même dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de se loguer pour accéder à l'ensemble des informations. Ce qui fait que, au final, toute personne qui a accès à cet IHM-là est en capacité à avoir des actions malveillantes sur notre système industriel. Le point numéro 5, c'est tout ce qui va être veille en sécurité, c'est-à-dire que généralement, il n'y a pas de processus d'alerting mis en place quand il y a des vulnérabilités sur un système, que ce soit industriel ou pas, sur un système d'exploitation. Par exemple, si on a une nouvelle vulnérabilité sous Windows, il est important de le savoir en temps et en heure pour être en capacité à avoir une action corrective sur notre système. Aujourd'hui, ce sont des processus que l'on retrouve très rarement et qui posent voilà, des soucis, en tout cas, en termes de gestion de la sécurité sur notre système industriel. L'absence d'antivirus, c'est quelque chose, l'antivirus est quelque chose qui est très connu de l'informatique de gestion, que tout le monde a déployé sur ses PCC personnels, qui est même fourni de base par Windows. Néanmoins, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en place, qui est régulièrement absent sur les systèmes industriels. Alors, avoir un antivirus, ce n'est pas ce qui va euh, protéger à 100% notre système industriel. Néanmoins, c'est une première brique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de virus ou autre sur nos systèmes. Le point suivant, le point numéro 7, c'est en effet ce que je présentais tout à l'heure, tout ce qui va être en termes comment dire, d'interconnexion entre les différents systèmes présents sur notre système industriel. Donc, typiquement, le fait qu'on n'ait pas de protection entre nos SI de gestion et notre SI industriel, qu'il n'y ait pas de protection entre telle, comment dire, euh, telle, telle partie de notre SI industriel et tel autre processus de notre SI industriel. Tout ce qui va être au niveau de la gestion des comptes aussi, on se rend compte que très souvent, que ce soit sur les IHM, que ce soit sur les softwares, très souvent, il y a très peu de gestion des comptes, voire il n'y a pas besoin de comptes pour pouvoir s'y connecter. Ou quand on a des comptes, très souvent, on va avoir des comptes qui sont communs à l'ensemble des équipes, ou des comptes avec des droits qui sont beaucoup trop importants pour l'ensemble des tâches qui sont réalisées par les équipes. Donc voilà, on a un véritable problème au niveau de cette gestion des comptes. Et enfin, les derniers points, ça va être tout ce qui va être en termes de tests de sécurité. C'est-à-dire que très souvent, on ne va pas avoir de tests réalisés avant la mise en production de tel ou tel système. Et donc, on va incorporer des vulnérabilités présentes dans ces systèmes-là directement dans la production de nos systèmes industriels. Et enfin, le dernier point qui relie un peu le point d'avant, c'est tout ce qui va être des consignes de développement sécurisées. L'une des problématiques que l'on retrouve et qui aujourd'hui est assez bien connue et identifiée au sein de l'informatique de gestion, c'est tout ce qui va être les bonnes pratiques de développement sécurisé avec l'utilisation de frameworks, l'utilisation de certaines méthodologies de développement, de certaines méthodes qui ne sont pas forcément
qui ne sont pas forcément mis en place, en tout cas, dans le cadre voilà, de nos systèmes industriels. Alors, pour avancer sur cette problématique-là, je vous propose deux choses. La première chose, c'est en effet de voir ensemble un guide qui a été formalisé par l'ANSSI sur toute la partie de sécurisation des systèmes industriels, donc qui s'appelle tout simplement Maîtriser la SSI pour les systèmes industriels, qui est un guide qui se veut très concis, très pragmatique et qui comporte en fait une checklist des bonnes pratiques à mettre en œuvre et donc que l'on verra ensemble juste après avec le lien pour le télécharger sur le site de l'ANSSI si besoin. L'ANSSI étant l'agence française de cybersécurité. Et donc, c'est elle qui, voilà, qui définit les grands référentiels sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de besoins. Et enfin, le deuxième point que je voudrais aborder tout de suite, c'est à partir de notre top 10 des vulnérabilités les plus communément retrouvées au cours de nos audits, c'est de faire un point sur ces différents points, voir les exemples de vulnérabilité et voir quelles sont les recommandations que l'on peut faire pour éviter en tout cas ces différentes vulnérabilités. Donc, en partant du bas, donc de la vulnérabilité numéro 10, donc celle qui est le plus bas au sein de notre classement, qui concerne toute la partie développement sécurité, consigne de développement sécurisé. Alors, qu'est-ce que l'on a l'habitude de voir de notre côté? Alors, globalement, ce que l'on voit régulièrement, ça va être des stockages de comptes qui vont être faits en clair, soit dans des bases de données, soit à l'intérieur de scripts, soit à l'intérieur de fichiers ou de comptes qui sont encodés de manière très triviale. Par exemple, si on va parler d'algorithmes d'assez bas niveau et qui aujourd'hui, on sait qu'il y a des problématiques de sécurité dessus. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le second point, c'est en effet tout ce qui va être, là encore, au niveau des mots de passe qui vont pouvoir être hard-codés à l'intérieur du code pour faciliter la chose. Et enfin, tout ce qui va être de bypass des restrictions utilisateurs. Donc, c'est typiquement, par exemple, ça pourrait être en PowerShell où on va supprimer, par exemple, une fenêtre du système qui demande, par exemple, à l'utilisateur s'il veut bien accepter telle ou telle chose, s'il veut bien activer les macros, ce genre de choses. Donc, c'est typiquement des vulnérabilités que l'on retrouve. Et la dernière partie que l'on retrouve régulièrement, c'est des problématiques de façon dont les applications sont développées, sont codées, notamment tout ce qui va être des web IHM, où on se rend compte que l'on est vulnérable aux 10 grandes vulnérabilités présentes au sein d'un référentiel qui s'appelle l'OWASP et dont je parlerai un peu plus tard tout à l'heure. Alors, nous, en effet, de notre point de vue, sur cette partie-là, au niveau du développement sécurisé, il y a différentes choses à mettre en place. La première partie, c'est en effet tout ce qui va être de sensibilisation des développeurs, que ce soit de sensibilisation des développeurs internes ou externes. Alors, cette sensibilisation, elle peut se faire de différentes manières, que ce soit à travers des formations, que ce soit à travers l'utilisation, par exemple, des référentiels fournis justement par l'OWASP,
ça peut être à travers la mise en place de guides de développement justement à destination de nos différents développeurs. Et enfin, d'un point de vue, j'ai envie de dire, entreprise, pour éviter en effet que ce genre de vulnérabilité arrive, c'est d'arriver à introduire à l'intérieur des contrats, à l'intérieur des cahiers de charges, un certain nombre de clauses de développement sécurisées et un certain nombre de clauses d'auditabilité voilà, des applications du code qui est effectué. Au niveau de tests de sécurité, donc ça rejoint un peu ce que je disais précédemment d'auditabilité. Donc, dans ce cadre-là, c'est en effet l'absence de réalisation d'audit de sécurité sur le périmètre impacté. Donc, ça peut être sur un périmètre applicatif, ça peut être sur un périmètre système, ça peut être sur un périmètre global système industriel. Euh, Au niveau de nos recommandations, de notre côté, c'est en effet de s'appuyer sur des référentiels qui existent, hein, déjà pour identifier de manière très simple les vulnérabilités qui pourraient être présentes dessus. Pour ça, l'ANSSI a créé un certain nombre de guides de bonnes pratiques en termes de sécurité que je vous pointerai à la fin de cette présentation pour que vous puissiez y accéder de manière très simple. Et derrière, il y a aussi la possibilité d'utiliser des outils qui sont gratuits, qui sont présents sur Internet et qui vont vous permettre d'avoir un premier diagnostic, j'ai envie de dire, de votre système. Et donc, pour ça, on recommande donc un outil qui s'appelle C7, qui est un outil qui a été développé par le gouvernement américain à destination de des entreprises industrielles aux États-Unis. Alors, toute la partie gestion des comptes, donc c'est ce que on disait tout à l'heure. Alors très souvent, on va retrouver des comptes par défaut sur nos systèmes. Par exemple, on va retrouver des comptes de type user-user, admin-admin, le nom de la société 2020 ou 2021, ce genre de choses. On va retrouver aussi des mots de passe qui sont faibles, par exemple moins de 8 caractères, qui vont prendre en compte que des lettres dans lesquelles il n'y aura pas forcément des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Aujourd'hui, quand on regarde dans le monde informatique de gestion, on a de plus en plus de politiques qui nous poussent à aller vers ce type de mot de passe-là. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas dans l'industrie. Et on va retrouver aussi des comptes génériques, donc c'est-à-dire des comptes qui vont être partagés entre un et plusieurs utilisateurs. Et donc, chaque personne n'a pas de compte qui lui est propre. Et donc, quand on va vouloir savoir qui a fait quoi derrière, on va être en incapacité à savoir qui a fait telle action. Et de même, et pareil, l'utilisation de comptes génériques qui fait que très souvent, on a un niveau de droit qui est commun à l'ensemble des personnes sans forcément prendre en compte les besoins des opérateurs en termes d'accès dessus. Alors, en termes de recommandations, la première chose, en effet, c'est déjà éviter au maximum l'installation des applications avec des paramètres par défaut, notamment les mots de passe par défaut, parce qu'il existe tout simplement sur Internet des bases de données complètes avec l'ensemble des mots de passe par défaut utilisés par, voilà, par les différents fournisseurs, par les différents fabricants.
En dehors des mots de passe triviaux, l'objectif, ça va être essayer de les renforcer, renforcer leur complexité en intégrant ce que je disais tout à l'heure, donc des caractères spéciaux, des minuscules, des majuscules, des chiffres. Je sais bien que parfois, c'est difficile de se souvenir de tous ces mots de passe-là. Donc, nous, ce que l'on propose, c'est typiquement l'utilisation de coffres-forts de mots de passe, notamment des coffres-forts de mots de passe de type qui passe, où l'objectif, c'est de se souvenir d'un seul mot de passe pour accéder à l'ensemble des mots de passe qui sont stockés dans ce coffre-fort. Et donc, on n'a plus forcément besoin de retenir tous les mots de passe complexes et uniques que l'on pourrait mettre sur nos différents systèmes. Et enfin, au niveau de la gestion des comptes, l'objectif, c'est dès que vous pouvez, faites en sorte de ne jamais utiliser les privilèges d'administrateur pour vos différents applications, pour vos différents systèmes, tout simplement parce qu'avec des privilèges d'administrateur, on va être en capacité à exécuter comment dire, des scripts, on va être en capacité à exécuter des malwares avec des niveaux de droit qui sont suffisants pour prendre le contrôle de l'ensemble de votre système. Donc, dès que vous le pouvez, il faut vraiment essayer d'avoir des comptes qui soient utilisateurs ou avec des niveaux de droit qui sont les plus restreints possibles. C'est ce qui va vous permettre de protéger, en tout cas, votre système par rapport à des attaques. Par exemple, si on fait la comparaison avec les malwares Petya, NotPetya dont je parlais tout à l'heure, ces malwares-là, quand ils arrivaient sur votre PC, ils vérifiaient, ils regardaient si vous aviez des privilèges d'administrateur local sur votre machine. Et si vous aviez des privilèges d'administrateur, alors ils se lançaient. Par contre, dans le cas contraire, le logiciel se supprimait parce qu'il n'était pas en capacité à faire toutes les opérations nécessaires pour prendre le contrôle de votre machine. Donc, c'est vraiment important, et je me répète dessus, mais en tout cas, d'avoir des privilèges au niveau de vos comptes qui soient les plus restreints possibles. Alors, tout ce qui va être au niveau des interconnexions, en effet, très souvent, ce que l'on va retrouver de notre côté, c'est le fait d'avoir des réseaux qui soient uniques, dans lesquels on va retrouver la bureautique, le système industriel, potentiellement toutes les applications IoT ou de remontée de capteurs intelligents de données. Donc, tout ça se retrouve sur un système unique. Donc, c'est-à-dire que si l'un de vos composants est vulnérable, c'est l'ensemble de votre SI qui va qui va se faire attaquer par des personnes malveillantes. Derrière aussi, ce que l'on voit très souvent, c'est en effet parfois la présence d'équipements de sécurité, mais qui sont mal configurés, notamment des firewalls qui vont accepter des règles qui sont beaucoup trop permissives. Alors, en effet, administrer un firewall, c'est pas c'est spécifique en tout cas à l'équipement. C'est pas forcément facile pour tout le monde, mais voilà, l'objectif là encore, ça va être de réduire au maximum les flux qui sont autorisés dans le firewall pour vraiment avoir un minimum de bandes passantes, un minimum de flux autorisé entre votre SI et toutes les zones extérieures. Ce que l'on voit aussi derrière, c'est en effet des flux directs qui vont ne pas passer par des MZ ou des flux qui vont bypasser le firewall, comme j'ai pu vous le montrer dans le retour d'expérience avec, par exemple, des équipements
qui ont une double carte réseau et donc voilà, qui bypassent complètement notre firewall. Sur cette partie-là, c'est pour ça qu'il est vraiment très important d'avoir une architecture qui est pensée dès le début du système et qui soit en capacité à incorporer différentes zones de sécurité, différentes zones d'échange entre nos différents SI. Et si par exemple, votre objectif, c'est en effet de pouvoir de monter ou de mettre en place des applications, de la récupération d'informations à travers de capteurs intelligents ou ce genre de choses. Il faut bien penser, il faut bien prendre ça en compte, toute cette architecture, ce cloisonnement qui doit être mis en place, tout simplement parce que si ce n'est pas pris en compte, très souvent, au moment du déploiement, ça va poser des informations en termes de communication entre nos capteurs et nos serveurs d'agrégation d'informations. Et très souvent, on va avoir des projets qui ne vont pas être en capacité à aboutir justement à cause de ces problématiques-là. Et en effet, tout ce qui est au niveau flux, dit que vous avez des flux entre différentes zones de sécurité, l'objectif, c'est d'avoir un inventaire de l'ensemble de vos communications et des flux associés, des données qui sont utilisées, des protocoles qui sont associés derrière. Au niveau antivirus, alors c'est ce que je disais, hein, très souvent on s'aperçoit qu'il y a une absence d'antivirus sur que ce soit nos serveurs, nos postes de supervision, avec très souvent la présence de verres qui sont assez anciens sur ces postes-là et qui n'existent plus au sein des systèmes industriels. L'objectif, tout simplement, hein, c'est d'installer l'antivirus, d'avoir un antivirus sur nos différents postes, de déployer les mises à jour hein, sur ces antivirus-là, qui doivent être déployés de manière très régulière. Sur un SI de gestion, c'est du déploiement de mises à jour et de signatures tous les jours. Et une fois que c'est mis, voilà, d'arriver à effectuer un premier diagnostic de l'état d'infection. Toute la partie veille en cybersécurité, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a aujourd'hui pas ou peu de connaissances des menaces et des vulnérabilités qui peuvent affecter vos systèmes. L'objectif, c'est d'arriver à s'abonner à un certain nombre de sources d'informations. Alors ici, j'en ai cité quelques-unes, que ce soit à travers des CERT, et qui sont des organismes qui sont là pour traquer les vulnérabilités sur des produits, sur des softwares, et donc notamment le CERT-FR, donc qui est le CERT de l'ANSSI, ou de s'abonner à différents blogs, différentes mailing lists dont la thématique traitée, en effet, la sécurité des systèmes industriels. Au niveau des IHM, alors en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sont non verrouillés ou accessibles, ou des IHM qui sont connectés avec des comptes d'administration. L'objectif derrière, pour nous, c'est en effet de pousser la sécurité à introduire typiquement un timeout sur les sessions de nos différents logiciels de supervision afin d'avoir un verrouillage automatique. Et je comprends bien que ça peut être lassant pour une société, pour un opérateur en tout cas, de devoir se reconnecter plusieurs fois sur son système. Mais derrière, il y a des petits systèmes qu'il existe hein, où on est en capacité à se connecter à un applicatif à travers des smart cards, des tokens USB. Et donc, au moment où on va utiliser ce type,
d'outils, on va être connecté directement sur notre session. Toute la partie capacité, détection d'intrusion. Alors là aussi, c'est tout ce que on parlait notamment de toute la partie log, de toute la partie logicielle qui vont nous permettre d'analyser ces logs. Aujourd'hui, quand vous créez des applications, quand vous créez des systèmes, il est vraiment important de créer des fichiers de log dans lesquels on va retrouver les différentes informations, dans lesquels on va retrouver un certain nombre d'événements qui vont nous permettre derrière de pouvoir les analyser et de pouvoir ressortir des problématiques de sécurité derrière. Aujourd'hui, je sais que c'est difficile de mettre en place des infrastructures complètes sur des systèmes industriels. Néanmoins, si on est en capacité à amener toute cette partie de log sur sur les systèmes que l'on construit, ça va nous apporter énormément d'informations pour gérer tout ça. L'utilisation de protocoles non sécurisés, donc j'en parlais, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure sur la partie FTP, Telnet, VNC, SNMP et autres, qui sont des protocoles sur lesquels il n'y a pas de chiffrement actuellement. Dans la majorité des cas, il existe on va dire des alternatives avec une intégration de la sécurité à l'intérieur. Nous, ce qu'on vous recommande en effet, c'est de partir sur ce type de protocole-là, que ce soit du SFTP, du SSH, du SNMP. Et si vraiment, en effet, vous devez utiliser des protocoles de type VNC, l'objectif, c'est en effet de durcir la configuration de ce type de système en intégrant des signatures et du chiffrement à l'intérieur de ce type de protocole. Et enfin, tout ce qui va être donc la vulnérabilité que l'on retrouve le plus souvent, qui en effet au niveau OS, système d'exploitation et firmware, avec des systèmes d'exploitation qui sont obsolètes, comme je le disais tout à l'heure, des systèmes d'exploitation qui ne sont pas forcément mis à jour, et donc avec la présence de vulnérabilité dessus. Donc là, on est plus au niveau système d'exploitation PC, mais c'est exactement la même chose pour les automates et pour d'autres équipements que l'on retrouve sur nos systèmes industriels. Et derrière, très souvent, on ne retrouve pas de durcissement des configurations de nos équipements. L'objectif derrière, c'est en effet d'arriver à avoir à plus ou moins moyen terme pour l'ensemble de ces systèmes-là un plan de migration pour permettre petit à petit de passer de systèmes d'exploitation d'OS obsolètes vers des systèmes plus récents et prenant en compte beaucoup mieux toute la sécurité. D'arriver aussi à avoir un processus qui va permettre sur des applications, sur des systèmes, à avoir des patchs qui sont poussés de manière régulière. Alors, sur les systèmes industriels, on ne va jamais demander à avoir à pousser tous ces patchs-là, en tout cas de manière j'ai envie de dire, mensuelle, comme c'est le cas sur l'informatique de gestion. Et derrière, dit qu'on va pouvoir arriver à durcir nos systèmes d'exploitation, à désactiver
l'ensemble des services inutiles, tout simplement, puisque ça apporte comment dire, la surface d'attaque avec, est beaucoup plus importante si en effet on a des services inutiles qui sont présents sur le système, ou si voilà, on a des systèmes d'exploitation qui sont non durcis. Donc, je vous propose de passer au dernier slide. Qui sont quelques URL et sites qui peuvent être intéressants quand on se pose des questions, en effet, sur la partie sécurité. Et notamment dessus, on va retrouver le site de l'ANSSI avec différents documents que j'ai listés qui sont intéressants en termes de sécurité, notamment pour la partie sécurité des systèmes industriels. Au niveau développement, donc j'ai listé toute la partie OWASP, hein, qui est une communauté, donc une communauté libre qui écrit un certain nombre de guides vis-à-vis de la mise en place d'un développement, enfin, comment faire un développement qui est sécurisé, comment éviter des vulnérabilités dans notre code. Et donc voilà, il y a un certain nombre de, liens et de documents que je vous ai listés ici, qui peuvent être intéressants, en tout cas, à regarder. Et enfin, la dernière partie, c'est toute la partie CLUSIF, qui est là un groupe de responsables de la sécurité et qui écrivent un certain nombre de guides vis-à-vis de la sécurité, comment gérer la sécurité, comment bien prendre en compte la sécurité dans un projet. Voilà ce que j'avais à partager de mon côté. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Il y a peut-être d'ailleurs des questions sur la discussion, mais je ne pouvais pas y accéder avec le partage d'écran. Alors, pour les questions, alors je vois qu'il y a une question en effet sur toute la partie firewall next-gen. Est-ce que les firewalls next-gen se sont adaptés à cette convergence OT-IT, notamment au niveau des signatures? Alors, oui, aujourd'hui, on a de plus en plus, hein, la plupart des éditeurs d'ailleurs, ont fait le bond vers cette nouvelle, vers ces nouveaux secteurs, et aujourd'hui proposent des firewalls qui sont dédiés au monde industriel, avec des signatures, avec des possibilités d'intégrer directement à l'intérieur des firewalls nos propres signatures en se basant sur des protocoles industriels. Et aujourd'hui, on a même voilà, des firewalls qui intègrent des données issues comment dire, sondes dédiées à toute la partie industrielle. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment une prise en compte des éditeurs à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la majorité des éditeurs, en tout cas, proposent des gammes pour toute la partie industrielle. Alors, existe-t-il une norme ou des bonnes pratiques sur lesquelles une équipe de développement peut s'appuyer? Alors, en effet, en termes de bonnes pratiques pour toute la partie développement, alors moi, de mon côté, je recommanderais, en tout cas dans un premier temps, d'aller voir sur toute la partie OWASP, qui a un certain nombre de guides qui ont été écrits, qui sont très intéressants, notamment sur toute la partie OWASP Top 10. Après, si on parle comment dire, de normes, alors des normes de manière globale sur la sécurité,
industrielle. On a une norme qui s'appelle l'IEC 62443 et qui a pour objectif de traiter l'ensemble des problématiques de sécurité au niveau de la partie industrielle, que ce soit sur la mise en place de processus, que ce soit sur le développement de firmware. C'est vraiment une méthode, une norme qui se veut la plus exhaustive possible, en tout cas en termes de sécurité vis-à-vis du monde industriel. La seconde question, c'était OCD a-t-elle une formation pour aider les responsables industriels? Alors, oui, tout à fait. De notre côté, on a une formation qui est en cours comment dire, euh, de- elle a été faite sur le principe des guides de l'ANSSI. Elle est basée sur la méthodologie qui a été communiquée par l'ANSSI et actuellement, on est en cours de validation de la formation par l'ANSSI pour avoir leur tampon SecNum Edu. Et donc, pour ça, je vous inviterai, si ça vous intéresse, en effet, de vous rapprocher du Cyber Security Training Center, qui est l'organe qui gère les formations pour Orange Cyberdéfense. Et en effet, pour répondre à la dernière question sur la partie IoT et sécurité, alors en effet, sur la partie IoT, c'est un domaine qui est un peu plus, qui est pour le coup est assez récent, sur lequel on a des choses qui commencent à arriver de plus en plus. Pour ça, pour avoir les meilleures informations en termes de sécurité, moi je conseillerais en tout cas de vous rapprocher d'organismes de sécurité, notamment, je pense à toute la partie ENISA, qui a formalisé un certain nombre de recommandations vis-à-vis de l'IoT. Il peut être aussi intéressant de se rapprocher de l'organisme NIST, qui est donc l'équivalent de l'AFNOR aux États-Unis, et donc qui a formalisé tout un ensemble de guides sur la partie IoT. Et en effet, si on parle plus de dev au niveau IoT, je conseille en effet de regarder sur la partie OWASP, puisque la partie OWASP intègre de plus en plus, alors c'est un projet qui est nouveau, mais ils intègrent de plus en plus de références liées à toute la partie IoT, notamment avec la partie OWASP IoT. Je crois d'ailleurs que j'ai fait le tour des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires ou même si vous avez des questions en dehors de cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour poser vos différentes questions. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir été présent pour cette présentation et je vous souhaite une bonne journée.